Je suis Justine Morel et vous écoutez le rapport du légiste, le podcast d'Egora qui revient sur les grandes affaires médico-légales. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Éric Bacquart. Originaire de Chambéry, ce médecin légiste, retraité depuis 2018, a travaillé en tant qu'expert agréé par la Cour de cassation. Il a exercé en France et à l'étranger, jusqu'à travailler pour la Cour pénale internationale. Pour Egora, il revient sur une affaire marquante de sa carrière, l'incendie du tunnel du Mont-Blanc. « 24 mars 1999. À 10h46 du matin, un camion en provenance de Belgique s'engouffre dans le tunnel du Mont-Blanc reliant la ville de Chamonix à celle de Courmayeur en Italie. Le conducteur du poids lourd, chargé de farine et de margarine, reçoit plusieurs appels de phare d'automobilistes qui roulent en sens inverse. Après un coup d'œil à son rétroviseur, il aperçoit de la fumée sur le côté droit de son véhicule et décide de s'arrêter au milieu de ce tunnel de 11,6 km de long. Mais le feu prend de l'ampleur, attisé par les courants d'air qui traversent l'ouvrage. Si le conducteur du camion parvient à s'enfuir, les automobilistes qui le suivent, eux, se retrouvent rapidement bloqués sous ce tunnel étroit. Il leur est impossible de faire demi-tour ou de se mettre à l'abri. Les heures passent, la température grimpe et dépasse même les 1000 degrés. Au total, 39 personnes meurent dans l'incendie, asphyxiées ou brûlées, et il faudra aux pompiers plus de 50 heures pour maîtriser les flammes. Le lendemain de la catastrophe, une enquête est ouverte. Le docteur Bacquart est alors contacté par Franck Guédon, le juge d'instruction chargé du dossier. Tout d'abord, j'ai discuté avec le magistrat pour savoir quelle serait ma mission. Et le magistrat a essentiellement axé ses demandes sur 3 points. Premièrement, de faire des constatations sur ce site qui était très spécial, exceptionnel. Deuxièmement, collecter les éléments de preuve qui étaient disponibles. Ça incluait aussi le corps des victimes présentes. Et procéder au ramassage des corps dont le nombre était alors très approximatif. Et donc la reconnaissance n'a eu lieu que le 26, c'est-à-dire 2 jours plus tard. Et cette reconnaissance a eu lieu du côté italien. Il n'y avait que des carcasses de camions calcinées. Les pompiers je pense que c'était les pompiers, avaient marqué ces carcasses déjà avec des numéros. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais à l'esprit, lorsque j'ai vu cet environnement avec des murs noircis, des gravats partout, des craquements qui envahissaient tout le tunnel, j'ai pensé à l'enfer de Dante et à la citation « Vous qui entrez ici, laissez tout espoir ». Le soir même, en fin d'après-midi plus exactement, nous avons rejoint la plateforme française et l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, était déjà présent. Il y a un médecin légiste au sein de cet Institut de recherche de la Gendarmerie nationale et on a décidé de faire une reconnaissance avec 2 équipes. Un médecin légiste dans chaque équipe, un technicien de scène de crime ou un technicien d'investigation criminelle pour prendre des photos et un officier de police judiciaire pour écrire les notes et les constatations. Et on s'est partagé le travail. Par la suite, vu l'importance du sinistre, on est passé à 4 équipes pour travailler en simultané. Et donc l'impression était effectivement tout à fait prégnante. Il y avait une odeur âcre liée aux produits de combustion qui piquait la trachée. Et on accédait à la périphérie du site après un long cheminement en véhicule de pompiers dans l'obscurité. Il y avait une chaleur qui était une chaleur étouffante. La température avoisinait les 50 degrés, sinon plus. On était obligé de faire quelques constatations, rester 2-3 minutes, puis de ressortir
se réhydrater dans les véhicules et puis repartir. Donc ça gênait effectivement le recueil des données. Et on n'a pas attendu longtemps avant de découvrir les 3 premières victimes qui avaient encore une forme humaine. On apprendra après que c'était les membres d'une même famille qui étaient partis en se tenant par la main pour essayer d'échapper, mais le feu gagnait les dégagements de fumée et l'onde de chaleur. Il y avait une bulle de chaleur à cet endroit, était tellement forte qu'ils sont morts asphyxiés par les fumées. Et donc ces victimes avaient encore une silhouette humaine. Elles avaient ce que l'on appelle en médecine égale l'attitude de boxeur. C'est une attitude en triple flexion qui va contracter les muscles fléchisseurs et qui donne cette attitude particulière. On les a prises en charge tout de suite, donc avec photographie, description, et ensuite on les a mis dans un body bag. Et donc ces victimes ont été les premières à être sorties et transportées au CHU de Grenoble, pendant que mon confrère de l'IRCG recueillait lui aussi les corps de 2 autres victimes. Donc ça a été la fin de cette première journée qui était un peu plus qu'une reconnaissance, c'était déjà l'opération de ramassage des victimes qui commençait. On découvre 3 corps et moi personnellement je me rends compte que j'ai un équipement qui est totalement inadapté. Parce qu'en général les examens de baie de corps que je faisais sur des scènes de crime ou des découvertes de morts inexpliquées, j'avais une combinaison d'autopsie avec une capuche, double paire de gants, des surbottes, un masque, des lunettes protectrices. Mais là, dans un environnement pareil, ça ne sert pas à grand-chose. J'avais rien pour protéger la tête, donc on m'a prêté un casque de chantier. J'ai reçu une combinaison siglée police en tissu très épais qui permettait d'éviter d'être blessé par des fragments rocheux ou alors des débris de verre. Et on nous a prêté des masques que les CRS utilisaient, mais qui s'avéreront plus tard totalement inadaptés parce que c'était une protection chimique, mais pas du tout pour tout ce qui était fibres. Or, c'est de l'environnement, l'air était chargé d'une multitude de poussières diverses sur lesquelles on n'avait pas de renseignements à cette époque, et donc la filtration des masques de CRS n'était pas du tout adaptée. On s'est aperçu, et d'ailleurs c'est un peu à mes dépens, que l'environnement avec le refroidissement se modifiait. Il se modifiait en haut au niveau de la voûte et il se modifiait en bas au niveau de la chaussée. Et un jour que j'étais en train de travailler sur un véhicule, je ne me souviens plus lequel, j'ai vu brutalement une grosse tache blanche apparaître comme un flash sur le siège qui était à côté de moi. Et c'était un morceau de la voûte qui venait de s'écraser. D'où affolement dans l'équipe. On a informé tout de suite le PC opérationnel. On a été évacué. Et on s'est aperçu alors que plusieurs zones de la voûte étaient extrêmement dangereuses, qui ont dû être purgées à différentes reprises. Un autre problème, c'était bien entendu l'état des corps que l'on a retrouvés. Pour résumer, en fait, on s'est retrouvé face à 3 stades de combustion. Le premier stade, c'était les victimes que nous avons ramassées lors de la reconnaissance. Le deuxième stade, c'était des victimes qui étaient plus près du foyer et qui, là, étaient carbonisées avec destruction des extrémités et carbonisation noire du revêtement cutané. Et le troisième stade, ça a été celui au niveau de la file de véhicules, où les victimes étaient réduites à l'état de fragments osseux de couleur blanc grisâtre de quelques centimètres de long, et des fragments osseux qui, au toucher, avaient tendance à se volatiliser. C'était d'une fragilité extrême, rendant même l'identification très difficile, voire impossible. Ensuite, nous avons eu des difficultés parce que
il était difficile d'identifier les victimes par rapport à leur position dans les véhicules. Parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises, dans de nombreux cas, des victimes avaient choisi de se réfugier dans des véhicules d'autres personnes, où l'action du feu a détruit l'intérieur des véhicules, de l'habitacle, et notamment a fait basculer les dossiers conducteurs et passagers avant en arrière, ce qui fait qu'on retrouvait sur la banquette arrière des moitiés supérieures de corps qui appartenaient à la personne assise sur le siège avant. Et donc il fallait faire extrêmement attention pour ne pas penser qu'on retrouverait les personnes dans le véhicule leur appartenant. Comme il fallait ensuite faire une identification, elle se faisait aussi par rapport à une liste de victimes, de disparus, de personnes disparues plus exactement. Liste d'ailleurs qui a beaucoup varié puisqu'on est monté, je crois, jusqu'à 59 et finalement, au fur et à mesure que le jour passait et que les proches faisaient part de la réapparition d'une personne qui ne s'était pas manifestée jusqu'à présent, la liste a été réduite à 39. Donc nous avons attendu d'avoir 39 victimes pour faire une opération d'identification qui était de grande ampleur et qui a eu lieu à l'hôpital Sud, où on a utilisé les méthodes d'identification dentaires, les méthodes d'identification anthropologique, les recherches de traces d'opérations passées, etc., en sachant qu'il n'a été impossible d'utiliser l'ADN qui avait été complètement détruit compte tenu des températures extrêmes auxquelles les corps avaient été soumis. On s'est retrouvé avec une victime manquante. Tous les gravats avaient été soigneusement tamisés, criblés, etc. On était sûr qu'il n'y avait plus aucun ossement et on a pensé que la personne devait avoir été entre guillemets vaporisée, avait disparu compte tenu de la fragilité des ossements. Et ce n'est que 40 jours plus tard, j'étais en train de faire un examen de 3 corps dans le Nord-Isère, que j'ai reçu un coup de téléphone du commissaire divisionnaire avec lequel j'avais travaillé toute cette période dans le tunnel, qui m'apprenait que lors du déblaiement du dernier camion frigorifique, les ouvriers avaient vu des ossements qui dépassaient d'un amas de gravats et il s'agissait de la 39e victime. Et ce qui s'était passé, c'est que ce chauffeur qui avait voulu se réfugier dans la cellule frigorifique de son camion est mort très, très rapidement parce que les matériaux qui constituent cette cabine frigorifique ne permettaient pas de résister à la chaleur et tous ces ossements avaient été détruits, mais qu'une partie se trouvait sous des gravats qui étaient liés à la chute d'une paroi de la voûte et donc ont été préservés à ce moment-là. Et on a eu la possibilité d'identifier cette victime 40 jours après le début du sinistre. Et c'était impressionnant parce que lorsque le commissaire divisionnaire et moi nous avons assisté au déplacement du camion, on a vu qu'il y avait encore des braises qui rougeoyaient sous la cabine du camion. Après le drame, les enquêteurs pointent une série de dysfonctionnements matériels et humains. Ce tunnel, conçu dans les années 60, possède en effet un système de ventilation des fumées limité. Les équipes de secours sont mal formées et trop peu nombreuses. La quantité d'abris est insuffisante et la galerie de sécurité pour les pompiers inexistante. En 2005 et 2007, plusieurs responsables de l'ouvrage sont condamnés, ainsi que le conducteur du camion qui sera, lui, immédiatement amnistié. C'était le rapport du légiste, un podcast produit par Egora, à retrouver sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Podcast Addict.